L'objectif de ce chapitre, c'est la configuration de la base de données pour l'optimisation de la possibilité de la récupération. J'ai dit donc, pour pouvoir récupérer la base de données suite des défaillances matérielles ou des problèmes suite aux erreurs des utilisateurs, donc il faut d'abord, bien sûr, configurer la sauvegarde de la base de données. Donc, les objectifs majeurs ou principaux de la sauvegarde de la récupération, c'est surtout de vous prémuniser contre les défaillances physiques. Donc, les défaillances physiques suite aux problèmes matériels ou suite des erreurs utilisateurs, lorsque les utilisateurs commettent des erreurs et vous appellent pour intervenir et réparer ce problème-là. Ou encore des erreurs relatives à des applications. Ça vous permet aussi la préservation des données, le transfert des données vers une autre base de données si vous voulez faire un déplacement des données ou autre chose. D'accord? Donc, les opérations classiques de la sauvegarde de récupération, principalement, se concentrent sur ces axes-là. Surtout, donc, il faut configurer la base de données en vue d'une récupération. C'est-à-dire qu'il faut avoir localisé vos sauvegardes donc, sur le système d'exploitation. Il faut savoir où sont les sauvegardes pour pouvoir les restaurer correctement. Donc, il faut définir un planning de sauvegarde avec une stratégie. Quand est-ce que vous allez faire les sauvegardes? Est-ce que vous allez faire des sauvegardes complètes chaque jour, chaque semaine, chaque mois? Est-ce que vous allez faire des combinaisons sauvegarde complètes, sauvegarde incrémentielles? Donc, il faut définir un planning exact. Par la suite, il faut planifier ces sauvegardes. Vous avez la possibilité de planifier des jobs et des tâches. Comme ça, les sauvegardes seront exécutées d'une manière automatique. Par exemple, chaque samedi soir à 2h du matin. Vous n'êtes pas obligé de se dépasser chaque jour pour les exécuter manuellement. Il faut aussi tester les différents scénarios d'incidents. Il faut être préparé pour des cas de problème. Donc, généralement, on travaille sur une base de données dupliquée, pas la base de données en production, et on fait des tests, d'accord? Des tests pour les différents scénarios possibles, c'est-à-dire, par exemple, j'ai perdu le fichier de contrôle, comment je peux réparer ça? J'ai perdu un fichier de données, comment je peux réparer ça? Donc, l'importance de ces tests, ce n'est pas seulement de savoir est-ce que vous pouvez réparer les problèmes ou non, mais aussi c'est pour gagner le temps, c'est-à-dire vous s'entraîner, et comme ça, en cas de problème, donc vous allez réparer ce problème-là en un temps minime. C'est ça l'importance. Comme vous le savez, donc, il y a des systèmes qui sont critiques. Donc, le temps, c'est de l'argent. Donc, si vous arrêtez la base de données en production pendant une demi-heure, donc ça va coûter très cher. C'est bon? Donc, restaurer des données à partir des sauvegardes. Donc, il faut savoir localiser les fichiers pour pouvoir faire la restauration. Donc, en cas de perte de fichiers. Et aussi, il faut être en mesure de faire la récupération des transactions jusqu'à un certain point dans le temps. Par exemple, quelqu'un qui vous appelle et vous dit que, par exemple, hier, j'ai effectué des transactions erronées. Donc, par exemple, hier, c'était des heures à quart. Donc, et vous voulez seulement annuler cette transaction jusqu'à des heures quart d'hier. Donc, pour les solutions de sauvegarde proposées par Oracle, donc l'utilitaire d'excellence, bien sûr, c'est Herman, Recovery Manager, qui vous permet de faire les différents types de sauvegarde et de restauration. Donc, il vous permet de faire des sauvegardes incrémentielles de niveau 0, de niveau 1, des sauvegardes complètes, des sauvegardes partielles. Donc, il vous permet aussi de faire des restaurations physiques de blocs, donc à un niveau très fin. Vous n'avez pas besoin de restaurer tout le bloc, tout le fichier. Donc, vous pouvez restaurer bloc par bloc, dans le cas de corruption de bloc. Vous pouvez aussi faire la compression des blocs inutilisés pendant la sauvegarde. Si un fichier, par exemple, a une taille de 1 giga, par exemple, et ce fichier n'est pas rempli à 100%, il n'y a que, par exemple, 500 mégas qui sont utilisés. Donc, Herman, il va compresser les 500 mégas qui ne sont pas utilisés, et comme ça, la taille de la copie sera moins légère. Aussi, il fait la compression binaire. Et vous pouvez même crypter des sauvegardes, c'est-à-dire que seul l'utilisateur Oracle qui a effectué la sauvegarde peut restaurer et utiliser ces fichiers-là. Donc, il ne sera pas utilisé par d'autres utilisateurs. Donc, deuxième solution, bien sûr, c'est l'utilitaire pour exporter des données et puis les importer. Donc, cet utilitaire a été amélioré à partir de la version 10G et on l'a appelé Datapom. Donc, c'est devenu beaucoup plus rapide. Pour utiliser Herman, donc on ouvre une console, bien sûr, et on se connecte avec la commande Herman. Donc, c'est un utilitaire qui est ajouté déjà dans le path une fois que vous installez Oracle.
C'est gratuit, donc ça vient avec la licence Oracle. Donc lorsque vous lancez Airman, il faut spécifier la base de données auquel vous allez être connecté. Donc si je fais Airman target slash, là bien sûr ça veut dire que je vais me connecter à la base de données courante avec une authentification système. C'est comme ce qu'on fait en SQL+, lorsqu'on fait connect slash as CSDDA. Donc, et vous pouvez bien sûr donc lancer vos commandes Airman, par exemple backup database pour sauvegarder la totalité de la base de données, liste backup pour afficher les sauvegardes déjà réalisées, delete obsolète. Donc, je vais revenir sur ça pendant la phase de démonstration. Donc, je vais essayer de vous montrer bien sûr comment on fait ces manipes-là. D'accord? Donc, les commandes Airman sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle les commandes autonomes, c'est-à-dire les commandes qui peuvent être exécutées individuellement, comme la commande connect tout à l'heure, donc airman slash target, donc connect, ou d'autres commandes qui sont des commandes de type travail, qui ne sont exécutées que dans un bloc run, c'est-à-dire un ensemble d'instructions airman qui sont exécutées ensemble dans un bloc qu'on appelle un bloc airman. Donc je peux vous montrer un exemple ici, donc un exemple là. Donc ça commence avec run, c'est-à-dire pour exécuter, on ouvre l'accolade et on ferme, et tout ce qui est entre ces deux accolades, c'est un bloc d'instructions ou de commandes Airman qui sont exécutées ensemble. Donc ça, c'est généralement pour personnaliser une sauvegarde. Par exemple, là, on alloue un canal, donc ce qu'on appelle les channels, c'est-à-dire qu'on va dire à Airman d'allouer un channel de type device type, disque, c'est-à-dire qu'il va faire une sauvegarde sur le disque dur, pas sur une bande magnétique. Et on spécifie aussi en même temps, le format où ces sauvegardes seront stockées. Donc ici, slash, ça veut dire que sur la racine, il y a un dossier qui s'appelle disque 2, et U, c'est-à-dire qu'on demande à Airman de générer un nom unique. Donc, je peux faire C2 points slash, je ne sais pas, dossier X, dossier Y, et pourcentage U pour dire U. Donc, je peux donner un nom exact ici. Par exemple, je vais dire archive 1. Je ne sais pas, BK, mais il vaut mieux qu'on utilise un nom unique, et comme ça, si on exécute le même bloc plusieurs fois, on aura toujours des fichiers qui sont différents. Et ensuite, donc backup as backup set database, donc on va sauvegarder la base de données sous format d'un jeu de sauvegarde, backup set, jeu de sauvegarde. C'est un format compressé de Oracle. Et là, bien, par exemple, c'est une requête SQL. Donc lorsqu'on fait SQL entre apostrophes, c'est-à-dire qu'on demande à Airman de transférer cette requête-là à SQL+. Donc il va faire appel à SQL+, pour exécuter cette requête-là. Donc ça, c'est un exemple d'un bloc Airman. Maintenant, il faut configurer la base de données pour les opérations de sauvegarde. Par défaut, la base de données, elle est en mode no archival log. C'est-à-dire que la base de données n'est pas sauvegardée et vous ne pouvez pas faire les sauvegardes à chaud. Il n'y a que le mode classique, c'est-à-dire les sauvegardes froides. C'est-à-dire que vous devrez arrêter la base de données totalement. Il n'est pas accessible par les utilisateurs et vous pouvez faire une copie collée de ces fichiers-là sur un support, disque dur, bande magnétique, ce que vous voulez. Donc, en cas de problème, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est réarrêter la base de données, restaurer les fichiers depuis la sauvegarde et redémarrer la base de données. Sauf que si la sauvegarde est effectuée le samedi et le problème est survenu jeudi, donc toutes les opérations effectuées de samedi jusqu'à jeudi seront perdues, bien sûr. Donc la première des choses à faire, c'est quoi? C'est activer le mode archival log. Ensuite, il faut définir où ces sauvegardes-là seront enregistrées. Donc, je rappelle que qu'est-ce qu'on sauvegarde dans la base de données? On a les fichiers de données et les fichiers de contrôle et les fichiers de journalisation. C'est ces trois fichiers-là qui nécessitent bien sûr une sauvegarde, plus le fichier de paramètres d'initialisation. Donc, je rappelle sur le principe de fonctionnement de l'archivage. Donc, rappelez-vous que dans la SGA, dans le système Global Area, toutes les modifications effectuées par les utilisateurs, toutes les opérations insert, update, delete, alter, tout ce que vous voulez, est enregistré d'abord dans la zone mémoire, readlog buffer, le tampon de journalisation.
Donc, cette zone mémoire, bien sûr, une fois qu'il est rempli, et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On doit aller écrire les données de cette zone mémoire dans les fichiers journaux, dans les fichiers physiques. Donc, rappelez-vous que les fichiers journaux, ils sont regroupés sous forme de groupes. Vous pouvez avoir 2 groupes, 3 groupes, 5, et chaque groupe, il contient ce qu'on appelle des membres. Donc, les membres, ce sont généralement des copies conformes, c'est-à-dire que la même information qui est écrite ici, on la trouve ici aussi. Sauf que on aime faire la multiplication de ces fichiers-là sur des disques différents, et comme ça, c'est jamais il y a une défaillance sur un disque, on a toujours une copie qui est encore valide. Donc, comment ça se passe? Donc, à un moment donné, on a un groupe qui est dit un groupe actif. D'accord? Donc, un groupe actif, ça veut dire que c'est celui qui est utilisé par le logwriter pour écrire les nouveaux données de journalisation. Donc, le logwriter, il va continuer à écrire les données de journalisation sur ce groupe-là. Et à un moment donné, une fois qu'il est rempli, qu'est-ce qui se passe? Il passe au deuxième groupe. Donc, le groupe actuel, il est dit actif, et celui qui sera utilisé par le logwriter, il est dit current. Donc, je vais utiliser le stylo. Donc, si on est là, donc une fois qu'il est rempli, on passe au groupe suivant. Et comme ça, donc, ce groupe, il devient actif. Ça veut dire quoi, actif? Ça veut dire tout simplement qu'il contient encore des informations qui sont sollicitées par le SMON pour faire la récupération de l'instant. Donc, ces données-là, elles sont encore, on en a besoin pour faire la récupération. Donc, lorsqu'on passe au groupe 3, le groupe, il devient actif et le logwriter, il l'utilise pour l'écriture. Une fois encore qu'il est rempli, qu'est-ce qui se passe? Là, on va revenir au groupe 1. Et à chaque fois, il y a un numéro de séquence. Donc, si je suppose que le numéro de séquence ici, c'était par exemple, j'écris mal, c'est 30. Donc, lorsqu'on va passer ici, ça va devenir 31. D'accord? Donc, une fois rempli, on repasse à groupe 1. Donc, ce groupe-là, il devient actif. Celui-là, il devient inactif. Et celui-là, il devient current. Donc, on change les états. Donc, le logwriter, il va commencer à écrire ici. Donc, une fois encore, une deuxième fois qu'il est rempli, qu'est-ce qui se passe? On passe au groupe suivant. Donc, si on passe au groupe suivant, on doit l'écraser, c'est-à-dire les données qui ont été déjà écrites, elles seront écrasées. Donc là, donc, par exemple, ici, c'est 32. On va l'écraser. Il va avoir la séquence numéro 33. Donc, là où le mode d'archivage intervient. Donc, si vous avez activé l'archivage, c'est-à-dire que vous êtes en mode archivolog, donc qu'est-ce qui se passe? Ce processus-là qui s'appelle le archiver, il va aller écrire ces fichiers-là dans un emplacement de sauvegarde. Il va les archiver avant de les écraser. Donc, si vous les archivez et un problème survient, donc vous avez tous les archivologues pour effectuer la récupération. Si vous êtes en mode non archivologue, ce processus-là, il ne va pas aller écrire, il ne va pas archiver ce fichier-là. Et donc, si jamais il y a un problème, vous ne pouvez pas faire la récupération. C'est pourquoi la première étape à faire, c'est quoi? C'est d'aller et activer l'archivage. D'accord? Donc, pour activer l'archivage, il y a deux façons. Donc, vous pouvez toujours utiliser Enterprise Manager. Donc, dans la partie disponibilité de Enterprise Manager, vous pouvez cocher Archivolog Mode. Et puisque le mode d'archivage ne peut être activé qu'en stade mount, donc je ne peux pas activer, désactiver l'archivage alors que la base de données est ouverte. Donc, Enterprise Manager, il va vous demander de redémarrer la machine, vous lui donnez la main et il va redémarrer, activer l'archivage et ouvrir la base de données pour l'accès aux utilisateurs. Manuellement, avec les commandes SQL, donc comme j'ai dit, donc, il faut arrêter la base de données, il faut monter la base de données,
démarrer la base de données au stade mount et ensuite modifier alter database pour activer l'archivage. Donc alter database archive-log. Et ensuite, il faut ouvrir la base de données. On va essayer de faire ces manipulations tout à l'heure. Deuxième étape, c'est de définir. Une fois que vous avez activé l'archivage, il faut définir où ils seront enregistrés ces archive-log. Donc, vous avez deux possibilités. Vous pouvez utiliser les paramètres d'initialisation qui sont dites log archive dest. D'accord? Donc, log archive dest et end, c'est-à-dire je peux dire log archive dest 1, log archive dest 2, log archive dest 3. Je peux définir jusqu'à 10. Donc, j'ai jusqu'à 10 emplacements où je peux sauvegarder les archive-logs, c'est-à-dire je peux même créer des copies donc, pour les problèmes de perte, défaillance matérielle. Donc, je peux faire 2, 3, 4, mais l'essentiel, ça doit être sur des supports différents, c'est-à-dire je dois avoir des disques physiques différents. Ça n'a pas de sens, de faire 3, 4 sauvegardes, mais dans le même emplacement sur le même disque, parce que généralement, les problèmes sont relatifs aux problèmes de défaillance matérielle. Donc, l'avantage avec ces paramètres-là, les log archive dest underscore 1, 2, 3 ou autre chose, c'est que vous avez la possibilité de faire des sauvegardes soit localement sur la même machine, soit distantes. Donc, vous faites log archive dest 1, par exemple, égal, vous faites location égal c2./backup 1, et vous allez créer donc les sauvegardes dans ce dossier-là. Vous pouvez aussi faire log archive dest 2 égale service égale et vous spécifiez le nom d'une base de données distante par exemple. Sinon, si vous voulez faire seulement les sauvegardes locales, vous avez deux autres paramètres d'initialisation qui est le log archive dest. Donc ici c'est seulement une sauvegarde locale et vous pouvez aller jusqu'à 2 copies log archive duplex dest. Donc maximum 2 destinations. Par contre, ici, vous pouvez aller jusqu'à 10 destinations. Donc, si vous définissez plusieurs emplacements de sauvegarde, par exemple 4, 3, je ne sais pas combien. Prenons l'exemple de 3 destinations. Ici, nous avons défini 2 destinations locales et une destination distante. Donc, lorsque l'archiver il va commencer à écrire les sauvegardes, il va essayer d'archiver les fichiers journaux en ligne, il va essayer d'aller écrire 3 sauvegardes. Donc, si les 3 ne réussissent pas, là, il y a un problème. C'est-à-dire que pour lui, la sauvegarde n'a pas réussi. S'il n'a pas réussi, il ne va pas réutiliser le groupe. Il ne va pas écraser le groupe pour continuer d'écrire des fichiers journaux en ligne. Et bien sûr, toutes les opérations LMD, DML, ils seront bloquées. Vous ne pouvez plus faire des inserts, des updates, des deletes ou des alters. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on définit plusieurs destinations? Donc, tout simplement, il faut définir un autre paramètre d'initialisation qui est le log archive min succeed dest. Donc, si je spécifie par exemple la valeur 2, alors que j'ai 3 destinations, qu'est-ce qui se passe? Je dis à Oracle que si seulement 2 sauvegardes réussissent, c'est OK, vous pouvez réutiliser le groupe de journalisation et l'archive, vos logs, peut continuer à travailler sans aucun problème. Donc, parmi les 3, j'en ai besoin vraiment que 2. Je suis tolérant. Donc, si une ne réussit pas et 2 seulement qui réussissent, donc je peux dire que l'archivage a été réussi et on peut écraser, on peut réutiliser le groupe. Donc, pour les sauvegardes, pour les emplacements de sauvegarde, comme j'ai dit, donc, lorsque vous faites, par exemple, backup database, donc, vous pouvez spécifier un répertoire sur disque, comme tout à l'heure, lorsqu'on a fait format, j'ai dit, on peut faire format, et dans le format, on peut spécifier C2 points, etc., un emplacement sur le disque local. Vous pouvez utiliser des bandes en utilisant les bibliothèques de Oracle Secure Backup, ou vous pouvez utiliser d'autres bibliothèques de gestion de support de bandes magnétiques. Mais la solution la plus recommandée par Oracle, ça reste ce qu'on appelle la zone de récupération rapide, Flash Recovery Area. Donc, c'est une zone qui se trouve sur le disque dur et elle est utilisée par défaut
dans les sauvegardes et la récupération de la base de données. C'est-à-dire, si vous venez et vous faites tout simplement backup database, il faut savoir que cette sauvegarde elle sera stockée automatiquement dans la zone de récupération rapide. La Flash Recovery Area, la FRA. D'accord? Donc, Oracle, il recommande d'utiliser ça pour une simple raison, parce que vous n'aurez pas le souci, d'accord, de savoir où ils seront stockées les sauvegardes, d'où je vais récupérer les sauvegardes. Donc, c'est par défaut dans la FRA. Donc, une fois que vous faites backup, c'est dans la FRA. Une fois que vous faites restore, automatiquement, Oracle va les chercher à partir de la FRA. Mais, il y a quelques DBA qui aiment tout contrôler dans leur environnement. D'accord? Donc, ils aiment tout contrôler. Ils ne veulent pas laisser à Oracle de faire quelque chose d'une manière automatique. Dans ce cas-là, ils précisent des répertoires sur le disque ou ils utilisent des bandes magnétiques. Donc, lorsque vous faites plusieurs sauvegardes, donc vous allez faire plusieurs sauvegardes, comme j'ai dit, selon votre planning, selon votre stratégie. Peut-être vous allez faire des sauvegardes chaque samedi, peut-être chaque samedi, chaque mercredi. Vous allez faire des sauvegardes complètes, des sauvegardes incrémentielles, etc. Donc, vous aurez à un moment donné, vous aurez plusieurs sauvegardes. Donc, il faut définir ce qu'on appelle une stratégie de conservation, retention policy, c'est-à-dire quelles sont les sauvegardes dont j'ai besoin et que je dois garder, et quelles sont les sauvegardes dont je n'ai pas besoin et que je peux supprimer. D'accord? Vous avez fait 5 sauvegardes, par exemple, sauvegarde 1, sauvegarde 2. Donc, quelle sauvegarde je dois supprimer, qui est dite obsolète. Donc, obsolète, c'est par rapport à ma stratégie, bien sûr. Et je dois supprimer parce que ça épuise de l'espace sans intérêt. Donc là, vous avez deux stratégies, deux modes de définition de stratégie. Ce qu'on appelle une fenêtre de récupération et une redondance. Donc, une redondance, si vous dites par exemple que vous voulez une redondance de 2, ça veut dire que vous voulez avoir toujours 2 sauvegardes. La troisième est considérée comme obsolète. Donc la première, la deuxième est bon, je peux les garder. Au-delà de 2, c'est obsolète. Pour vous, ça n'a pas de valeur, vous pouvez les supprimer. La première configuration, c'est ce qu'on appelle une fenêtre de récupération. Donc une fenêtre de récupération, c'est une période de temps. Par exemple, si vous dites que moi, parfois, il y a des utilisateurs qui m'appellent et ils me disent que la semaine dernière, j'ai commis une erreur. On est samedi, il y a quelqu'un qui va m'appeler lundi pour me dire que le lundi dernier, j'ai effectué une erreur. D'accord? Donc, ils sont tardifs à détecter les erreurs utilisateurs. Et comme ça, je serai obligé de faire une récupération jusqu'à dimanche ou jusqu'à lundi matin peut-être. Donc là, j'ai une semaine, d'accord? J'ai une tolérance de une semaine pour faire ce qu'on appelle la récupération jusqu'à un point dans le temps. J'aurai besoin de récupérer la base de données jusqu'à lundi dernier. Donc, dans ce cas-là, si je considère les redondances, il se peut que les deux sauvegardes soient effectuées peut-être mardi et mercredi. Donc, si elles sont effectuées mardi et mercredi, et je supprime celle du dimanche, donc je ne peux pas faire la récupération jusqu'à lundi. Donc, dans ce cas-là, la récupération avec une fenêtre de récupération, ça reste intéressante. Si je fais 7 jours, par exemple, donc j'aurai toujours 7 jours pour faire une récupération jusqu'à le temps et je suis tolérant avec les utilisateurs. D'accord? Donc là, un exemple. Donc si je considère une fenêtre de 7 jours, par exemple, et j'ai effectué une sauvegarde pendant cette période, donc je vais garder celle-là parce que ça me permet de faire une récupération jusqu'à ici. Par contre, la sauvegarde A est considérée comme étant obsolète parce que j'ai déjà la sauvegarde B qui me permet de revenir jusqu'à 7 jours. Donc, utiliser la zone de récupération rapide. Donc, comme je vous ai dit, donc, Oracle, il préconise d'utiliser cette zone de récupération rapide parce que pendant les sauvegardes, vous n'avez pas besoin de spécifier le chemin. D'accord? Et pendant les restaurations et récupérations aussi, vous n'avez pas besoin d'indiquer le chemin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, cette zone de récupération, il contient les copies multiplexées du fichier de contrôle en cours, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser pour stocker les fichiers de contrôle, si vous avez 2, 3. Donc, je peux mettre un dans la zone de récupération rapide. Je peux aussi mettre les copies de fichiers de journalisation en ligne. Tout à l'heure, on a parlé des groupes, et chaque groupe, il contient des copies, ce qu'on appelle des membres. Donc, je peux mettre l'un des membres dans cette zone.
Et aussi, je peux mettre les éléments transitoires, c'est-à-dire les backups, les sauvegardes, parce que transitoires, parce qu'à un moment donné, on va les supprimer. Donc, je peux mettre les fichiers de journalisation archivés, donc les archives offline, hors ligne, les copies de fichiers de données, si vous faites des sauvegardes des fichiers de données, les sauvegardes des fichiers de contrôle, les sauvegardes automatiques des fichiers de contrôle. Donc, on peut voir tout à l'heure que je peux activer la sauvegarde automatique des fichiers de contrôle, et comme ça, à chaque fois que je sauvegarde un fichier ou la base de données, le fichier de contrôle il sera aussi sauvegardé automatiquement. Les éléments de sauvegarde, les backup sets, donc toutes les sauvegardes effectuées, et aussi je peux mettre ce qu'on appelle les journaux flashback. Donc rappelez-vous la technologie flashback qui me permet de faire un retour en arrière rapide. Donc je peux annuler des transactions en effectuant le flashback. Donc, on va parler de ça vers la fin de ce module. Donc pour définir la zone de récupération rapide, il y a deux paramètres principalement. Donc deux paramètres d'initialisation. Le DB Recovery File Size, qui permet de définir la taille de cette zone de récupération, et DB Recovery File Destination, c'est-à-dire l'emplacement de cette zone de récupération rapide. Donc ces paramètres sont dynamiques, c'est-à-dire vous pouvez les modifier avec l'instruction Alter System set DB Recovery File Dest égale le nouveau emplacement, et aussi pour la taille. Ou encore, vous pouvez les définir à travers Enterprise Manager. Donc, Enterprise Manager, si vous accédez dans l'onglet Disponibilité, donc vous avez la récupération rapide. Donc, dans la récupération rapide, vous avez l'emplacement. Ça, c'est la valeur du paramètre DB Recovery File Dest. Donc, par défaut, c'est dans Oracle Base, c'est App Oracle, et la zone, le fichier, le dossier, il s'appelle Flash Recovery Area. Et là, c'est le paramètre DB Recovery File Size. Donc ici, c'est environ 4 gigaoctets. Vous avez aussi, regardez ici, vous avez aussi des informations sur l'utilisation de votre zone de récupération rapide, c'est-à-dire est-ce qu'elle est utilisée par des fichiers de données, des fichiers de sauvegarde, etc., etc. Donc là, ça vous permet de surveiller cette zone de récupération rapide. Donc comment l'espace est géré dans cette zone de récupération rapide? Puisque c'est une zone de récupération rapide et gérée automatiquement par Oracle, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous allez effectuer des sauvegardes et à un moment donné, vous allez atteindre la taille de cette zone mémoire. L'espace total est atteint. Par exemple, tout à l'heure, on a spécifié 4 gigas. Vous pouvez spécifier 20 gigas, mais à un moment donné, avec les sauvegardes, ce qui se passe, donc, vous allez atteindre la taille maximum de cette zone. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai la liste des participants qui me cache ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, une fois qu'on a besoin de l'espace, on va déterminer principalement quelles sont les sauvegardes obsolètes. Donc, on a défini la stratégie de sauvegarde, soit la redondance 2, soit une fenêtre de récupération de 7 jours, par exemple. Donc, au-delà de 7 jours, là, ou au-delà de 2 copies de redondance, ces copies-là, elles sont obsolètes. Donc, vous pouvez les supprimer par vous-même, soit lorsque vous exécutez Herman, vous lui demandez de vous afficher quelles sont les sauvegardes obsolètes par rapport à votre stratégie de rétention, et vous pouvez les supprimer. Donc, généralement, on utilise l'instruction report obsolète pour nous indiquer quelles sont les sauvegardes qui ne respectent pas la stratégie définie. Et par la suite, vous pouvez faire delete obsolète pour supprimer ces fichiers-là qui sont obsolètes. D'accord? Donc, si vous n'intervenez pas pour faire ce nettoyage, d'accord, une fois qu'il y aura un manque d'espace, l'administrateur sera averti dans Enterprise Manager. Dans la première page alerte, vous allez recevoir une alerte pour vous dire que cette zone de récupération est déjà remplie. Donc, vous ne pourrez plus faire des récupérations, des sauvegardes automatiques. Donc, pour bien gérer l'espace dans cette zone de récupération rapide, il faut bien configurer votre stratégie de conservation. Donc, soit avec la redondance, soit avec une fenêtre de récupération. Donc, il faut sauvegarder régulièrement les fichiers de journalisation et supprimer ceux qui ne sont plus nécessaires pour les récupérations. Vous pouvez, comme j'ai dit, utiliser donc les commandes Herman, report obsolète, qui vous indique
quelles sont les sauvegardes qui ne sont plus nécessaires selon votre stratégie de rétention. Et ensuite, vous pouvez exécuter la sélection delete, obsolète pour supprimer ces sauvegardes qui ne sont plus nécessaires. Donc, vous pouvez surveiller toujours la zone de récupération à partir de l'Enterprise Manager pour voir la quantité de données qui est consommée, etc. Et comme ça, vous pouvez prévoir quand est-ce votre zone de récupération il sera totalement consommée. Donc, comme j'ai dit, l'avantage principal d'utiliser la zone de récupération rapide, c'est surtout, il simplifie les emplacements. Vous n'avez pas à se soucier où vous allez stocker la sauvegarde. Et pendant la restauration et récupération aussi, vous n'aurez pas de soucis comment récupérer. On va passer à la démonstration. Donc, je vais utiliser CGWin toujours. Donc, c'est un simulateur de Linux. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est SQL+. Je me connecte autant que 6DBA. Et je peux vous montrer donc les paramètres. Donc, show paramètres DB recovery. Voilà. Vous avez DB recovery file dest. Donc, c'est CA Oracle Flash Recovery Area. Et sa taille, il est de environ 4 Go. Donc, je peux visualiser ça aussi à travers Enterprise Manager. Donc, à travers Enterprise Manager, je rentre dans la console. Donc aussi, je vais faire liste. Archivolog, en fait c'est Archivolog list. Et là, vous pouvez voir déjà que c'est en mode non Archivolog. C'est bon? Et là, je peux voir le numéro de séquence en ligne. Donc, c'est-à-dire qu'il est encore utilisé et en cours, courante. D'accord? On utilise le numéro de séquence 12. Donc, il est déjà en mode non archivolog, c'est-à-dire que je ne peux pas effectuer l'archivage. Donc, regardez, donc je vais me connecter juste pour vous montrer aussi à travers Enterprise Manager. Donc, 6 Oracle et 6 DBA. Donc, dans mon serveur, vous avez paramètres d'initialisation. Là, vous pouvez visualiser, bien sûr. Vous pouvez visualiser les paramètres. Donc, je peux faire DB recovery. Voilà, j'ai les deux paramètres. Ce sont des paramètres qui sont dynamiques, c'est-à-dire que je peux les modifier à chaud. Donc, je peux aussi revenir à disponibilité. Paramètres, gérer les sauvegardes en cours, gérer vérification, paramètres de sauvegarde. Voilà. Donc, dans paramètres de sauvegarde, pas ici. Voilà. Dans les paramètres de récupération, vous voyez, ce mode Archivolog, il n'est pas coché. Donc, je peux le cocher, faire appliquer, et il va automatiquement rendre la base de données en mode Archivolog. Je vous rappelle que le mode Archivolog n'est activé qu'au stade mount. Donc, il va redémarrer la base de données au stade mount, il va modifier la base de données et puis rouvrir la base de données. Donc, là, vous pouvez visualiser l'emplacement, la taille, etc., etc. Donc, on n'a pas encore fait de sauvegarde, c'est 0%, 0%, il n'y a rien qui est utilisé. Donc, regardez ce que je vais essayer de faire. Je vais ouvrir une autre fenêtre. Et je vais me connecter autant avec l'utilitaire Herman, dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, je vais faire Herman, et target, et faire slash. Donc, comme j'ai fait ici,
slash, je vais faire ici slash pour se connecter avec une authentification système. Donc je suis connecté à ORCL, vous le voyez, c'est bien ORCL qu'on utilise. Et je vais faire report schema. Donc je veux connaître la structure de ma base de données. Donc report schema, et voilà. Il me dit que votre base de données se compose de 5 types space permanents. Donc bon, 4 permanents et 1 endo. Emplacement, d'accord, et un type space temporaire. Donc regardez, je peux aussi faire report need backup. C'est-à-dire, s'il vous plaît, listez-moi quels sont les fichiers qui nécessitent une récupération. Bien sûr, puisqu'on n'a pas encore fait des sauvegardes, tous les fichiers nécessitent une récupération, sauf le fichier temporaire, parce que les fichiers temporaires ne contiennent pas des données. D'accord? Et je vais essayer de faire une sauvegarde. Donc, je vais faire backup, database. Donc, il est en train d'allouer des channels, mais toutefois, il y a des erreurs. Donc, il faut se concentrer sur cette partie-là. D'accord? Donc, ici, il me dit qu'il y a une erreur, laquelle, échec de la commande backup sur le canal Oradisk 1, c'est le canal qui était alloué ici. Et il me dit quoi? Impossible de sauvegarder ou de copier un fichier actif en mode No Archivolog. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, on doit activer le mode Archivolog. Donc, j'ai deux possibilités. Soit je le fais à partir de cette interface-là. OK, j'active sur Apply. Soit je le fais manuellement. Donc, manuellement, qu'est-ce que je vais faire? On a dit il faut arrêter la base de données. Donc, je vais faire Shutdown Immediate. Donc, ça prend un petit temps. Donc, la base de données démontée. Ensuite, je vais faire Start Up. Donc, Start Up, Mount. Donc, pour démarrer la base de données en mode Mount, à l'étape Mount. Donc, la base de données est montée. Et ensuite, je peux faire Alter Database, Archivolog. De même, si je veux désactiver l'archivage, je fais les mêmes étapes. Et je fais Alter Database, No Archivolog. Donc, la base de données est modifiée. Maintenant, je peux faire Alter Database, Open, pour ouvrir la base de données. Et ensuite, je fais Archive Log, list, pour vérifier. Et voilà. Donc, je peux aussi faire Select Mode from $, Database. Donc, log mode, donc select log mode from $, Database. Et il me dit que c'est en mode archival. C'est bon? Donc maintenant, je peux revenir. Généralement, je me suis connecté de la base de données. Je vais faire exit et je reviens. Je reprends. Donc je vais faire Herman et target slash. Cette fois-ci là, je vais faire backup, database, plus archivolog par exemple. Je vais sauvegarder aussi les fichiers archivés. Et vous allez remarquer que ça réussit. Voilà, donc la fin. Vous voyez la fin de la sauvegarde. Donc ici, on fait rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Donc il a commencé par l'allocation du canal. Donc, il a alloué un canal
qui aura disque 1, c'est un nom aléatoire, d'accord? Et il essaie de déterminer, parce qu'on lui a dit aussi les archivologues, il essaie de déterminer quels sont les fichiers de séquence. Vous voyez, l'entrée 1, séquence 12. Ce sont les fichiers de journaux qu'il va activer, qu'il va insérer dans la sauvegarde. Ensuite, il dit que voilà l'emplacement de sauvegarde. Donc c'est la flash recovery area, puisqu'on n'a pas spécifié d'emplacement. Et dans le dossier ORCL, il va indiquer un backup set. Et dans ce backup set, il y a un dossier écrit pour la date d'aujourd'hui. Et dans ce dossier-là, il va indiquer un nom de la sauvegarde. Donc, et là, c'est le démarrage. Donc, il indique quels sont les fichiers qui seront sauvegardés. Voilà, les 5 fichiers qui ne sont pas encore sauvegardés. Et il commence à écrire dans le canal. Donc, démarrage, l'ensemble des sauvegardes, il est inséré, il va insérer jusqu'à la fin. C'est bon? Donc, maintenant, si je fais report need backup, qu'est-ce que vous voyez? Il me dit qu'il n'y a aucun fichier qui nécessite une sauvegarde. D'accord? Donc, parce qu'on n'a pas inséré un nouveau sauvegarde, rien du tout. Donc maintenant, je vais essayer de voir quels sont les paramètres de Herman. Pardon. Et je vais me concentrer pour le moment sur le paramètre configure retention policy to redundancy 1. Et c'est la valeur par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, on n'en a besoin que d'une copie. D'accord? Donc, si je fais maintenant report obsolète, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a quoi encore ici? On a des sauvegardes qui sont obsolètes. Ce sont généralement les fichiers journaux archivés. Donc, je vais faire delete obsolète. Il me dit, est-ce que vous voulez les supprimer? Je vais faire yes. Et 4 objets sont supprimés. Je vais refaire report obsolète. Ce qu'il me dit, c'est report obsolète. Il n'y a rien. Donc, selon la stratégie 1, il n'y a pas des sauvegardes qui sont obsolètes. Bien que, bien sûr, on a encore des sauvegardes ici. Hein. Donc, si je pars dans la zone de récupération rapide, donc C, App, Oracle, Flash Recovery Area, ORCL. Donc, dans les backup sets, on a des sauvegardes. D'accord? Donc, il y avait une sauvegarde que j'ai effectuée hier. C'est elle qu'on a supprimée tout à l'heure. C'est bon? Donc, maintenant, je vais faire une deuxième sauvegarde. Backup. Database. Donc, de même, on va essayer de relancer. Voilà, vous voyez qu'il y a un qui s'ajoute. Donc, à 9h59, donc 10h59. Donc, on va attendre la fin de ce sauvegarde. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire report obsolète. Bien sûr, il y a des sauvegardes puisque la redondance est 1. Donc, la première sauvegarde est devenue maintenant obsolète puisque j'ai effectué la deuxième. Maintenant, je vais essayer de changer. Donc, show retention policy. Donc, je ne veux pas afficher tous les paramètres. Je m'intéresse à retention policy. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit? Retention policy, elle est à redondance 1. Maintenant, je vais faire configure. Je vais la changer. Donc, configure retention policy to redundancy 2, par exemple. Donc, si je fais show
retention pool ici, me dit que maintenant il est à 2. Donc si je fais report obsolète, qu'est-ce qu'il me dit maintenant? Il n'y a rien. Au début, lorsqu'il y avait ma stratégie, c'était 1. Regardez. Là. Donc, il me dit que votre règle de stratégie, c'était 1. Voici ceux qui sont obsolètes. Lorsque j'ai changé à 2, maintenant, il me dit que selon votre stratégie qui est redondance 2, vos sauvegardes, il n'y a aucune sauvegarde qui est obsolète. C'est bon? Si je change à configure retention policy to recovery window of 7 days, par exemple. Donc, dans ce cas-là, si je fais report obsolète, là aussi, j'aurai rien parce que on n'a pas encore passé une semaine. Il n'y a pas de sauvegarde au-delà de une seule. C'est bon? Donc, maintenant, ce que je vais essayer de faire, je vais revenir à SQL+, et on va essayer de voir pour les sauvegardes, les archivologues. Donc, pour les archivologues, regardez. Donc, les fichiers archivologues, ils seront sauvegardés ici. Donc, on a un. Donc, lorsqu'on passe à un autre groupe, regardez, je vais faire ce qu'on appelle un switch alter system switch log file. C'est-à-dire que j'oblige Oracle à passer d'un groupe à l'autre. Parce qu'on ne va pas attendre à faire des inserts des updates pour passer d'un groupe à l'autre. Donc, une fois que je le fais, regardez qu'est-ce qui se passe en haut. Ben, il y a un fichier qui était archivé. C'est le groupe qui va être écrasé. Si je continue à faire la même chose, vous allez voir qu'il y a encore des fichiers. C'est bon? Donc, ces fichiers-là, ils sont sauvegardés automatiquement dans la zone de récupération rapide. Donc, si jamais vous voulez, par exemple, les sauvegarder dans des emplacements différents. Donc, je vais revenir à ordinateur, dans C, et je vais par exemple faire un nouveau dossier. Je vais faire ARC1, et je suppose que j'ai un autre disque. Pardon, un autre disque, et je vais faire ARC2. Ça n'a pas de sens de faire ARC1, ARC2 sur le même disque, donc moi j'ai pas de disque, donc on va continuer, on va essayer de faire semblant. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Rappelez-vous que je vous ai dit qu'il y a un paramètre qui est show, paramètre, log, archive log list. Bon. Show paramètre. Voilà. Donc, vous avez les paramètres log, archive, dest. C'est bon? Log, archive, dest. Donc, on va essayer de définir log, archive, dest 1 et log, archive, dest 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire alter system set log archive dest 1 égale location égale c de point arc 1. Arc 1. Et je vais faire scope égale both. Donc, dans la mémoire et dans le fichier de paramètres d'initialisation. Donc, je peux refaire la même chose. Donc, arc2, scope égale both. Maintenant, regardez, une fois que je fais, je reviens ici et je fais alter system switch log file.
ici. Type 1. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait. Non, type 2. Art 1, art 2. Parce qu'on n'a pas, j'ai pas changé ça. D'accord? En fait, je n'ai défini qu'un seul emplacement. Donc le 1, c'est art 2. Donc je dois changer tout cela. Je commets une erreur en faisant le copier-coller. Donc copier, paste. Donc je dois mettre 2. Et puis, non, je vais inverser, c'est pas un problème. Voilà. Maintenant, si je fais alter system, switch load file, vous allez remarquer que j'ai une copie ici et une copie ici. C'est bon? Donc, toujours en un décalage parce qu'au début, il n'y avait qu'un seul emplacement. Donc, je peux définir donc jusqu'à 10 emplacements sans aucun problème. C'est bon? Donc, si je veux changer la zone de récupération rapide, ça aussi, je peux le faire. Donc, je peux faire nouveau dossier sur un autre disque. J'appelle FRA, par exemple. Et là, je peux faire alter system, set, donc flash, donc regardez, je vous montre déjà le paramètre. Show, paramètre, paramètre, db, db file converts, pardon, show paramètre. Voilà. db recovery file test et db recovery file test size. D'accord? On va changer le premier, alter system, set db recovery file test égale c point fra scope égale boot. Puis je peux même définir la taille, donc alter system set db recovery file test size. Là, je vais définir 5 Go par exemple, égale 5 giga, scope égale boot. Et voilà, maintenant je peux revenir. Non, je dois le faire ici. Backup, database. Donc, il identifie les fichiers. Il va essayer de voilà, donc, vous pouvez remarquer le nouveau emplacement. Il me dit que c'est bien CFRA. Donc la nouvelle zone de récupération rapide, c'est bien le nouveau chemin que j'ai indiqué. C'est bon? Donc on peut vérifier est-ce que le fichier a été placé. Ben voilà, les fichiers ont été bien placés. C'est bon? Donc, pour remettre la situation comme il a été au début, donc je vais essayer de reprendre ça. Donc à partir de l'Enterprise Manager, donc je vais essayer de changer les paramètres. Il n'est pas encore actualisé. Donc je dois me reconnecter. Voilà, tout.
CTDA, disponibilité, paramètres de récupération. Donc c'est juste pour remettre les choses dans l'ordre. Donc je vais remettre la même zone de récupération. Donc là je peux laisser 5 Go, c'est pas un problème. Et je peux cliquer sur appliquer. Donc appliquer, ben, je dois afficher le code SQL. Vous voyez que c'est Alta System, c'est la même instruction que j'ai exécutée tout à l'heure. D'accord? Donc appliquer. Il va me demander les informations de l'hôte. Donc c'est Oracle. Et mon mot de passe. Continuer. Et le paramètre est modifié avec succès. Donc là, vous pouvez regarder. Donc maintenant, les données ont changé par rapport à la zone de récupération rapide. Et vous pouvez voir que les 63% de l'utilisation de l'espace, c'est des sauvegardes. Donc c'est les sauvegardes que nous avons effectuées tout à l'heure. Donc là, je peux surveiller bien sûr cette zone pour voir comment elle est occupée. Donc nous avons fait un peu le tour sur les concepts de ce chapitre-là.